Des synagogues et des hommes. Une série réalisée par Catherine Garçon. En collaboration avec la Fondation de Rhône. Aujourd'hui, retour au Caire et cap sur sa fameuse Guéniza, la Guéniza de la synagogue Ibn Ezra. Alors nous allons maintenant nous intéresser au point culminant, central de cette synagogue Ibn Ezra du Caire, c'est-à-dire sa fameuse Gniza. Cette Gniza a été découverte, si j'ose dire, à plusieurs reprises. Le premier peut-être à s'y être intéressé est au XVIIIe siècle un aventurier célèbre qui se fait appeler le baron, le chevalier Simon van Geldern, et qui passe auprès de la noblesse allemande pour quelqu'un d'excentrique. Il se fait passer pour un kabbaliste. Il a comme ça quelque chose d'absolument extraordinaire et il voyage. Et lors d'un de ses voyages au Caire, il entend parler du fait qu'il y aurait une Guéniza, quelque chose de vraiment exceptionnel au Caire, dans cette synagogue. Et en fait, sous ce nom du chevalier Y, et cet aventurier, se cache en fait un juif, et il rentre chez lui, après avoir obtenu un petit peu quelques petits documents, et il rentre chez lui, et il va raconter cette histoire. Qu'est-ce qu'il va raconter ? Il va raconter qu'il y a une légende locale qui prétend qu'un serpent, un affreux serpent, garde les secrets de la Guéniza et qu'on ne peut pas l'approcher parce que sinon ce serpent non seulement mordrait, mais en plus, si par hasard ce serpent avait un moment d'absence et oubliait de mordre celui qui s'intéressait à la Guéniza, alors il y aurait tout un tas de malédictions qui s'abattraient sur celui qui approcherait. Donc il vient et il raconte ces belles légendes, et entre autres, il les raconte à quelqu'un qui est son petit-neveu, et son petit-neveu en parlera plus tard, puisque son petit-neveu est le célèbre poète allemand Heine. Alors, le temps passe, et puis on va avoir affaire quand même à des gens beaucoup plus sérieux qui vont arriver. Parce que qu'est-ce qu'il se passe ? Il se passe qu'au moment où on rénove cette synagogue, comme je vous ai dit, dans les années 1890, on refait un peu les murs qui commencent à s'écrouler, c'est une très vieille synagogue, il y a des ouvriers qui sont pas très très scrupuleux et qui, au moment de faire ce ravalement, dérobent au passage quelques documents et les revendent à des marchands juifs qui s'intéressent à ces documents. Et certains de ces documents arrivent jusqu'à un rabbin qui vit à Jérusalem, qui s'appelle le rabbin Wertheimer, et ce rabbin se rend bien compte qu'il a dans les mains des documents de première importance, et qu'est-ce qu'il le fait ? Il a un correspondant, quelqu'un qu'il connaît bien dans l'université britannique de Cambridge. Qui est ce correspondant ? En fait, c'est un autre rabbin qui s'appelle Shlomo Scherter et qui est responsable des études rabbiniques à l'université de Cambridge. Et donc, le rabbin Wertheimer décide d'envoyer à son collègue, qu'il pense plus érudit que lui-même, les fragments qui lui ont été rapportés par des marchands juifs. Concurremment, si j'ose dire, au même moment, il existe, toujours en Angleterre, à Cambridge, deux sœurs baptistes, pas juives, baptistes, qui s'appellent Madame Lewis et Madame Gibson, qui décident d'entreprendre un voyage en Orient à la recherche d'anciens manuscrits. Au début, elles n'ont pas en tête cette Guéniza du Caire, elles veulent trouver, parce qu'elles sont des érudites, des orientalistes, comme on dit à l'époque et comme on dit encore maintenant, elles voudraient trouver d'anciens manuscrits. Et elles achètent, elles aussi, quelques documents au Caire, chez toujours ces mêmes marchands, et qu'elles rapportent à Cambridge, et elles vont voir le Rav Scherter, et elles lui demandent d'analyser ces quelques documents. Et alors là, splendeur, stupéfaction, qu'est-ce que le Rav Scherter voit ? Le Rav Scherter voit qu'on lui a rapporté une page manuscrite en hébreu, qui est en fait une page du livre que la tradition a appelé Ben Sira,
qu'on ne connaissait pas sous sa forme hébraïque et que jusque donc à cette date reculée, on ne connaissait que sous sa version ou grecque ou latine et qui était une espèce comment dire, d'ouvrage moraliste, poétique, et qui avait été écrit à peu près au IIe siècle de notre ère, et que les chrétiens, eux, avaient introduit dans leur canon de l'Église catholique, c'est-à-dire que eux reconnaissaient une valeur toute particulière à ce manuscrit de Ben Sira, et donc on n'en avait jamais eu la trace en hébreu, ce qui pouvait jeter des doutes sur la véracité et l'authenticité de ce document. Or voilà que ces deux dames, ces deux Anglaises, ramènent une page manuscrite en hébreu qui prouve l'authenticité de Ben Sira. Alors, tout d'un coup, le Rav Scherter à Cambridge comprend qu'on est sur le filon de quelque chose d'extraordinaire et il décide alors de ne plus se laisser envoyer quelques documents à droite et à gauche et il décide de partir lui-même au Caire. Et pour avoir plus de poids, il emmène avec lui quelqu'un qui l'a convaincu de l'importance de cette Guéniza, de ce qu'on va trouver, qui est Charles Taylor, qui est le doyen du collège St. John's à Cambridge, qui est quelqu'un aussi un hébraïsant, mais qui est un chrétien hébraïsant, et donc qui va partir avec son collègue de Cambridge pour aller voir ce qu'on va trouver. Alors, d'abord, grâce à Taylor qui est plus connu que le rabbin Scherter, on va trouver des fonds pour pouvoir financer toute cette entreprise, et c'est ainsi que le rabbin Scherter va arriver au Caire au début dans l'été 1897. Uniquement après quelques semaines de présence, il envoie une longue lettre au journal The Times dans laquelle il confirme toute l'importance, toute la richesse de ce qu'il a trouvé. Et il précise aussi que dans cette Guéniza, il règne un désordre épouvantable, mais qu'il y a effectivement des trésors enfouis et qu'il suffit juste quasiment de se baisser pour ramasser des trésors. Pendant des mois et des mois, Scherter va travailler dans cette Guéniza et il va se faire aider par des ouvriers locaux, des gens en place qui ne sont pas toujours d'une honnêteté scrupuleuse et qui vont voler quelques documents qu'on retrouvera ensuite éparpillés à travers le monde. Voyant que la tâche est immense, il va demander à un autre rabbin de venir l'aider, et c'est le grand rabbin Ben Simon, qui est originaire du Maroc, qui vient l'aider sur place pour voir pour dénombrer avec lui les richesses qu'abrite cette Guéniza.
Alors, le rabbin Scherter se rend bien vite compte que sur place, il laisse ses documents sur place, il n'a pas la possibilité, il n'a pas les érudits qui sont nécessaires pour analyser tous ces documents, et il décide, avec l'aide de l'agent britannique en Égypte, qui s'appelle Lord Cromer, il décide de rembarquer tout ce qu'il a trouvé dans des grandes caisses, et le 8 juin 1898, on annonce que messieurs Taylor et Scherter font don de tout ce qu'ils ont trouvé à l'université de Cambridge. Et désormais, tout ce qui était dans cette guéniza, sauf les petites choses qui ont été volées à droite et à gauche et qu'on va retrouver un peu partout, vont être stockées dans cette université de Cambridge. Alors, à la fin du 19e, Scherter se met donc au travail, et lui, il a pensé ramener environ une 40 000 documents, ce qui est déjà pas mal, il faut l'avouer. Et peu à peu, il se rend compte en fait qu'il en a ramené beaucoup plus, on dit entre 120 000 et 140 000, et que c'est un travail immense, énorme, gigantesque, et il est tellement énorme ce travail que Scherter pense qu'il est trop mal payé pour pouvoir effectuer tout ce travail de classement. Faut penser, 140 000 documents, c'est pas rien. Et il part à New York et il abandonne, et on lui fait une offre qui lui semble plus intéressante. Et il part à New York pour travailler sur autre chose et il abandonne sa Gniza. Alors sa Gniza va tomber un petit peu dans l'oubli. Au début, on s'en souvient encore. Et puis, les documents, une grande partie n'est pas encore classée. Et donc, on commence à l'oublier. Vers 1930, on les met dans des caisses. Et on marque même sur les caisses rubbish, ce qui veut dire, si j'ose m'exprimer ainsi, ordures. Vraiment des choses à classer sans aucun intérêt. Il faudra attendre après la Deuxième Guerre mondiale, en 1948, pour qu'il y ait un regain d'intérêt pour la culture juive et pour qu'on se remette à exploiter la Geniza du Caire, c'est-à-dire celle qui est à Cambridge, et qu'on se rende compte à ce moment-là de tous les trésors qui sont vraiment enfouis, qui étaient enfouis. Et il y a à peu près une dizaine d'années que s'est terminé grosso modo le classement, donc il faut attendre à peu près 1979-80 pour que se termine le classement de toutes ces merveilles du Caire. Alors, bien entendu, ça va de soi, quand je dis 140 000 documents, il est bien entendu qu'on ne peut pas tous les citer et qu'on ne peut même pas citer tous les intéressants. Parce qu'il faut bien penser que dans les 140 000, il est vrai qu'il n'y en a pas 140 000 fascinants, puisque par exemple, on jetait aussi dans cette Geniza des mezuzot qui n'étaient plus valables. Donc, effectivement, une mezouza reste une mezouza, qu'elle soit ancienne ou nouvelle. Ça n'apporte pas grand-chose d'un point de vue historique. Mais il faut voir qu'il y a des dizaines, des centaines, des milliers de documents qui sont primordiaux, et donc c'est très dur de les citer. Peut-être on peut, pour réaliser l'importance de cette Geniza, en citer quelques-uns. Alors, peut-être, j'en ai cité le Ben Sira, c'est-à-dire qu'on a eu une preuve que ce texte avait bien existé en hébreu. On peut peut-être citer une autre histoire qui est connue. Yehuda Lévi, dans le Kuzari, raconte qu'il y avait au loin un roi qui hésitait, le roi des Khazars, qui voulait devenir monothéiste, mais qui hésitait sur quelle religion prendre. Est-ce qu'il allait devenir chrétien? Est-ce qu'il allait devenir musulman? Est-ce qu'il allait devenir juif? On dit le Kuzari raconte qu'il a fait venir les représentants des trois religions et qu'il a enfin, après les avoir tous écoutés et avoir discuté avec chaque, il a choisi le judaïsme comme meilleure des voies. Jusqu'à la Geniza du Caire, on croyait effectivement que c'était une légende, on s'en était servi un petit peu pour illustrer les différences que le judaïsme pouvait avoir avec les deux autres religions. Or, en fait, on sait que cette lettre, que ce roi des Khazars avait écrit à Grenade en demandant l'arrivée d'un rabbin, et on retrouve dans cette Geniza du Caire une lettre du ministre juif de Grenade, Hasdai Ibn Shabrut, qu'il écrivait donc aux Khazars et qui vient donc fonder historiquement cette histoire que l'on se raconte et que l'on a souvent pensé être une légende. Voilà par exemple un exemple de ce qu'a pu être la Geniza du Caire. On pourrait en citer d'autres. Il y a eu des grands débats, des discussions sur les problèmes des calendriers à respecter par les Juifs.
Et cette grande discussion qui s'est beaucoup passée, entre autres, dans les académies babyloniennes, on en a des traces très nettes dans cette Génisa, puisqu'on a retrouvé, par exemple, des fragments de ce qu'on appelle Sefer HaMoadim, le livre des fêtes de Saadia Gaon, qui a définitivement tranché sur ce problème des fêtes juives. Un autre exemple, il y avait une liturgie qu'on appelait la liturgie palestinienne, qu'on connaissait mal, on savait qu'elle avait existé. Or, cette synagogue Ibn Ezra du Caire suivait cette liturgie palestinienne, et grâce à cette Génisa, on a pu reconstituer en quelque sorte ce qu'a représenté cette liturgie de type palestinien. Comme je l'ai dit déjà, on a retrouvé le plus vieux document en yiddish qui existe au monde et qui avait été stocké là parmi tant d'autres choses. On a retrouvé beaucoup d'extraits de livres entre autres du Rambam, et puis on a eu, grâce à cette Génisa, plusieurs choses, une vision claire de la vie quotidienne des Juifs et une vision claire du rayonnement, par exemple, du Rambam à travers les communautés. Alors, je voudrais d'abord faire une petite rectification, peut-être emportée par Léon. J'ai dit le livre Moadim de Saadia Gaon, c'est en fait Chai Gaon. Bon, cette petite précision dite, on va continuer à voir ce qu'on trouve. On trouve beaucoup de choses concernant la vie de Maïmonide. Alors, il y a des choses émouvantes parce que on voit par exemple il y a une lettre qui le félicite pour une nouvelle charge, une nouvelle poste, un nouvel honneur qu'on lui avait attribué. On voit une autre lettre qui lui demande des conseils pour non seulement l'étude de la Torah, mais aussi comment rester en pleine forme, c'est-à-dire comment avoir, si j'ose dire, bon pied, bon œil. Puis on voit aussi des choses encore peut-être plus émouvantes, qui est une lettre de son frère, David, qui écrit à Maïmonide en lui décrivant le voyage qu'il a fait. Or, on sait que ce frère, après la mort du père, était celui qui, en quelque sorte, finançait les études de Maïmonide, puisque Maïmonide n'avait pas besoin de travailler, son frère en faisant du commerce, sauf son frère qui va mourir dans un accident de bateau dans les mers lointaines, et le Rambam va se retrouver avec à charge non seulement sa propre famille, mais la famille de son frère. On sait qu'après la mort de son frère David, le Rambam a une période de grande dépression, et puis ensuite, il s'est attelé, dirons-nous, à ce qu'il lui restait à faire, c'est-à-dire à nourrir sa propre famille et la famille de son frère David. Et c'est comme ça qu'il a entrepris donc cette carrière de médecin par laquelle il nous est encore connu. Ça, c'est peut-être des détails qu'on peut dire sur la vie du Rambam. Maintenant,
pour donner d'autres détails, on va trouver beaucoup de choses qui vont nous renseigner sur l'ère des Géonim de Babylonie. On sait qu'à un moment, le centre du judaïsme, le centre spirituel du judaïsme, s'est déplacé en Babylonie pendant un certain temps, et énormément de fragments, de lettres, d'extraits vont se retrouver dans cette Génisa du Caire qui vont nous donner comme ça des enseignements et qui vont nous révéler un petit peu tout ce problème de comment on vivait et qu'est-ce qu'on faisait en Babylonie à cette époque. On voit aussi les pérégrinations des Juifs parce que se retrouvent dans cette Génisa des lettres que les Juifs s'écrivent aux uns aux autres, particulièrement parce qu'on fait du commerce, et donc ceux qui sont partis écrivent à ceux qui sont restés, et on va retrouver des lettres d'Aden, ce qui est loin, faut pas oublier du Caire, des lettres qui viennent de Provence, des lettres qui viennent, comme on l'a dit, d'Ashkénaz, des lettres qui viennent donc de tout le bassin méditerranéen, mais encore de plus loin, d'Inde, d'Afrique du Nord, on peut pas citer tout ça, et qui montrent la circulation intense de ces Juifs au Moyen-Âge, puisque on peut dire qu'une grande partie des fragments de la Génisa des plus importants se retrouvent dans une période située entre le Xe et le XIIIe siècle. Il y en a des postérieurs, mais dirons-nous, peut-être que les plus intéressants sont ceux-là. Et par exemple, on peut voir que les choses n'ont pas beaucoup changé, puisqu'on retrouve une lettre d'un mari qui est aux Indes et qui écrit à sa femme, et qui restait, elle, en Égypte, dans sa maison, et il s'excuse d'une aussi longue absence, et il s'excuse tout particulièrement de ne pas avoir envoyé à cette femme des cadeaux, des bijoux, et il lui explique que s'il n'a pas pu lui envoyer ces cadeaux, c'est qu'il a eu beaucoup de problèmes en chemin et qu'il n'avait donc pas le temps de s'occuper de ces cadeaux. Donc, une vie comme ça, on apprend aussi combien coûte un Sefer Torah, quelles réparations il faut faire, tout ce qui peut faire la vie quotidienne des Juifs locaux. Et donc, cet immense trésor qui était abrité dans la Génisa du Caire vient, dirons-nous, puisque d'un point de vue historique, une dizaine d'années, c'est pas grand-chose, vient d'être classé. Il reste à exploiter le tout. Il y a actuellement énormément de recherches faites à ce propos, c'est-à-dire que sortent de plus en plus des livres érudits de classification, des livres qui expliquent comment vivait telle et telle communauté grâce à cette Génisa du Caire. Il faut voir qu'on est encore peut-être qu'au début d'une exploitation massive de la Génisa. Et ce qu'il faut bien donc retenir, c'est que si vous allez un jour vous promener au Caire, quand vous passerez vous rentrerez dans cette synagogue, regardez bien au-dessus de l'Arche Sainte, le petit trou et la petite orifice qui était faite pour pouvoir lancer donc tous ces vieux documents, et pensez que des années et des années avant vous, des gens comme le Rambam et des Géonim et des simples juifs du Moyen-Âge sont venus regarder le même endroit pour y déposer tous leurs documents.